Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce soir dans Question d'actu. Nous allons consacrer ce numéro à la situation socio-économique au Maroc, où la contestation populaire ne faiblit pas. Les grèves, les protestations et les manifestations se suivent et s'intensifient. La population marocaine réclame plus de justice sociale, plus d'équité, d'égalité et de meilleures conditions de vie, en plus du rejet de la normalisation avec l'entité sioniste. La situation économique est telle que les prix de l'énergie sont devenus presque inaccessibles pour bon nombre de familles marocaines, sans parler de l'envolée des prix des denrées alimentaires de base, ce qui exacerbe davantage la situation dans ce pays voisin de l'Ouest. Les inégalités, la pauvreté, la corruption créent dans le pays une tension sociale aux conséquences imprévisibles. En parallèle, pour beaucoup d'observateurs, le Royaume du Maroc s'est transformé depuis longtemps en narco-État, posant de grands problèmes pour son entourage et représentant un véritable danger pour les pays européens et pour notre pays également. C'est le thème de ce soir. Bienvenue à tous. Nous accueillons sur ce plateau M. Hassan Qassimi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes expert en géopolitique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous accueillons également M. Saïd Layachi. Bonsoir. Salam. Vous êtes le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et M. Kamel Mansari, bonsoir. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Jeune Indépendant. Merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avant de lancer le débat, je vous propose de revenir en images sur cette fronde sociale au Maroc avec Abdelmajid Benqassi. Une situation sociale au bord de l'explosion et en constante dégradation qui dure depuis des mois et émerge toujours aux abois dans un contexte marqué par une inflation qui ne cesse de croître, une hausse des prix de l'énergie et une baisse de la croissance économique estimée à 0,7% pour l'année 2022. Le chômage bat tous les records et des centaines d'entreprises en baissent les rideaux. Une situation qui a poussé le Front social marocain à organiser une marche populaire le 29 mai dernier à Casablanca contre la flambée des prix, les atteintes aux libertés individuelles et collectives, mais aussi contre les accords de normalisation avec l'entité sioniste, et ce malgré l'interdiction et un lourd dispositif sécuritaire. Nous avons été longtemps réprimés. Nous avons aujourd'hui besoin de liberté, de dignité et de justice sociale. Le peuple marocain est victime de la répression qui s'abat contre lui parce qu'il est sorti revendiquer ses droits contre la hogra et la marginalisation et qui ne demande que ses droits légitimes. Comment expliquer que ceux qui ont pillé les richesses de la nation soient promus à des postes importants et sont décorés de médailles? Pendant ce temps, personne ne protège le pays et son peuple. Je dis au peuple marocain de ne plus se taire. Les enfants du Rif sont réprimés et menacés et poussés à l'exil. Tout cela parce qu'ils ont osé dire les quatre vérités. L'histoire est souillée. Aujourd'hui, ils jugent Abdelkerim El-Khattabi, hier vivant et aujourd'hui mort. Alors que les autorités locales ont notifié l'interdiction de la manifestation nationale en invoquant le maintien de l'ordre public, des milliers de personnes ont bravé l'interdit et maintenu un sit-in dans le centre-ville de Casablanca. Le Front social a dénoncé cette interdiction qui montre que la réponse systématique des autorités est la répression et les restrictions aux droits et libertés. Nous sommes attachés aux droits de manifestation. C'est pourquoi, malgré l'interdiction, nous avons organisé un sit-in au lieu d'une marche nationale, ont déclaré les manifestants. La marche nationale initialement prévue a été reportée à une date ultérieure. Les manifestants ont scandé des slogans contre la vie chère et appelé à la réduction des prix du carburant et à une vie décente. Le Front social a également exigé une réduction des prix des denrées alimentaires, d'eau et d'électricité et le droit à la gratuité des services de santé et à une éducation publique de qualité. Cette position se heurte à une hausse sans précédent des prix qui se reflète dans le niveau de l'inflation, qui devrait atteindre plus de 4% cette année. Vous n'êtes qu'une bande de voyous. Vous profitez de l'argent détourné et des fortunes que vous avez accumulées pour écraser les plus faibles. Si on était dans un état de droit, chacun de vous devrait payer pour ces crimes abominables. Arnouch parle d'exploitation des revendications sociales légitimes des citoyens à des objectifs non déclarés. Elle prétend que cela entache l'image de la région. Ceci est faux. Le Front social a d'autre part estimé que ces hausses des prix nuisent au pouvoir d'achat des familles alors que le gouvernement
est censé de les protéger au vu de la baisse des revenus après la crise sanitaire. Les manifestants ont dénoncé une nouvelle fois la répression par laquelle le régime marocain entend freiner le mouvement de lutte et répandre la peur parmi toutes les voix discordantes. Ils estiment que ce mouvement de contestation serait aussi une occasion pour dénoncer la normalisation avec l'entité sioniste avec laquelle le régime du Makhzen cherche à conclure une alliance militaire, sécuritaire et de renseignement, ainsi qu'une occasion de renouveler la solidarité avec le peuple palestinien et adopter une loi criminalisant la normalisation. Alors on revient donc sur le plateau. Le Maroc est en ébullition. La fronde sociale prend de plus en plus de l'ampleur dans le royaume des inégalités sociales, selon les dires de nombreux Marocains. Les Marocains n'ont aujourd'hui que la rue pour aujourd'hui marquer ou exprimer leur désarroi. Monsieur Qassimi. Vous savez, le documentaire que vous venez de passer est expressif et significatif. Vous avez vu la fronde sociale qui gronde dans la rue. Vous avez vu les citoyens, par exemple le Marocain là, qui avait sur sa poitrine écrit « Laqad azabtumuna ». Donc il y a des slogans qui ne sont pas neutres, qu'on voit dans la rue et dans la contestation populaire. C'est que maintenant, ce qui est important à mettre en évidence, c'est que maintenant la famille royale n'est plus au-dessus de la contestation populaire. Maintenant, les citoyens sortent dans la rue, scandent et critiquent fortement la monarchie, le roi, et certains même vont encore plus loin pour demander le départ de la famille royale. Ce qui arrive actuellement au niveau du Maroc était prévisible, tant les événements qui se sont succédés depuis ces dernières décennies au Maroc, surtout depuis pratiquement la reprise des combats qui ont été décidés par l'armée du Sahara occidental, dont le représentant est le Polisario. Alors, le roi du Maroc et sa famille sont confrontés à une situation qui était imprévue, inédite, et maintenant, ils n'arrivent plus à faire face à deux situations. Une guerre sur les territoires occupés et un front social, économique et politique qui explose pratiquement... une guerre qui leur coûte cher aussi. Qui explose socialement dans la rue. Donc, il y a des problématiques très importantes qui se posent et que nous devons absolument expliquer tout à l'heure en vue de donner quelques éléments importants de ces évolutions. Bien sûr, c'est des évolutions qui impactent aussi l'Algérie parce qu'aux frontières de l'Ouest, la situation est également très dangereuse pour plusieurs raisons et nous expliquerons cela tout à l'heure. Alors vous le disiez, la situation était prévisible au vu des différents événements qui se sont succédés ces dernières années. C'était prévisible aujourd'hui. On ne pensait pas que les Marocains sortiraient aujourd'hui dénoncer comme ça dans la rue les inégalités sociales, dénoncer la mauvaise gouvernance, la corruption. Et depuis qu'ils sont sortis, depuis maintenant quelques années, depuis plus peut-être la normalisation avec l'entité sioniste, finalement, ils ne rentrent plus chez eux. La fronde sociale ne faiblit pas, M. Ayachi. Oui, certainement. Et il me semble qu'il faut d'abord rappeler que le Maroc est une monarchie féodale. Féodale, ça veut dire tout simplement, il y a le roi, le Hachi Ntao, le Makhzen qui lui sert, j'allais dire, de courroie de transmission éventuellement pour ramasser les impôts, etc. Et puis vous avez le reste de la population qui vit carrément en situation de précarité manifeste. Ça, depuis toujours, ça a été comme ça, en fait. Parce que c'est la nature même du régime. Mais on ose le dénoncer aujourd'hui. C'est la nature même du régime. Sur cela, si on peut appeler ça le Maroc moderne, en tout cas les 50 dernières années, une économie en fait pilotée de l'extérieur, mais qui est essentiellement adossée à deux secteurs clés de l'économie marocaine, le tourisme, qui représente 71% du BIP, et l'agriculture, 18%. Deux secteurs fortement impactés. Fortement truc. Et justement, il y a deux facteurs qui sont venus depuis maintenant une année, 2 ans, compliquer la situation. La pandémie, donc, qui a donné un coup d'arrêt au tourisme, qui est carrément pratiquement nul. Et puis la sécheresse, une sécheresse qui dure depuis maintenant une 30aine d'années, qui a impacté l'agriculture.
Cela a pour conséquence de mettre l'économie marocaine tout à fait à plat. S'il faut ajouter que l'arrêt du GME, du gazoduc Maroc-Espagne, a été arrêté, et le Maroc en tirait un profit immense. D'abord parce qu'il prenait le gaz à un prix préférentiel, défiant toute concurrence d'une part, et d'autre part, il touchait des royalties sur le passage du gaz par le territoire marocain. Donc aujourd'hui, on a l'augmentation des prix de l'énergie. Oui. De l'autre côté, vous avez le prix des matières premières, donc même ce qu'il y a comme tissu plus ou moins industriel au Maroc ne marche plus, il est à l'arrêt. Et cela a fait que maintenant, cette économie qui est vulnérable, elle est quasiment à l'arrêt. Ouais. Donc cela crée une situation économique très préjudiciable, bien entendu, qui reste non maîtrisable, y compris par le régime marocain. La normalisation a été un facteur déclenchant, puisqu'on a parlé d'humiliation du peuple marocain par son roi, de trahison du peuple marocain par son roi, et qui a saisi cette occasion, parce que c'est la goutte qui a fait déborder le vase, et qui a pris prétexte, mais un prétexte accepté, un prétexte assumé de cette normalisation pour dire sa colère, pour dire son ras-le-bol de ce régime marocain qui a poussé quasiment une bonne partie de la population à la famine. Ce qui fait que l'inflation maintenant elle avoisine à peu près les 8% et le pouvoir d'achat est quasiment nul au Maroc. Et vous avez cela a déclenché ce à quoi nous avons assisté. Alors, M. Mensali, vous pourriez dire qu'aujourd'hui que le mécontentement est général chez les Marocains? Bien évidemment qu'il est général. En plus, il a son origine qui remonte à plusieurs années, non pas seulement ces dernières années, les dernières décennies ou les 5 dernières années, encore moins en raison de la normalisation. C'est vrai que ça a été un facteur déclenchant, mais c'est cyclique. Mais il y a une accumulation de contestations et de mécontentement qui remonte jusqu'aux années 90. Si on peut commencer juste à partir des années 90. Pourquoi? Il y a d'abord, à partir de la fermeture des frontières d'Algérie avec le Maroc, les provinces orientales sont retrouvées à l'arrêt complètement. Toutes les ateliers, les usines qui étaient installées à l'est, à l'ouest, enfin à l'est du Maroc et à l'ouest, enfin aux frontières avec l'Algérie, sont quasiment à l'arrêt puisqu'ils faisaient leur commerce avec l'Algérie ou comptaient sur le trafic, sinon trafic légal ou illégal, avec l'Algérie. Donc ça a été déjà un facteur déclenchant. Il y a eu des manifestations qui ont commencé parce que l'État, le Maroc, n'avait pas trouvé de solution au temps du gouvernement Abdelrahman Youssofi, n'arrivait pas à trouver une parade ou bien une sorte d'alternative pour combler ou pour répondre aux besoins de ces régions-là. Ça a été un facteur déclenchant. Donc la contestation s'est nourrie, s'est alimentée, en plus s'est amplifiée à partir de ces années-là. Il y a eu une répression féroce qui a commencé en 97-98, donc pour faire taire ces populations. Et en plus, Abdelrahman Youssofi n'a pas cessé de faire des appels de pied à l'Algérie pour ouvrir les frontières et un petit peu régénérer la région, mais c'était un souhait vain et en plus c'était un vœu pieux. À partir des années 2000, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu la contestation, le mouvement de 20 février en 2011, c'est là où les Marocains ont démontré qu'ils voulaient des réformes, qu'ils voulaient changer. Le Maroc a essayé, le roi a essayé de céder quelques attributions, mais ça n'a pas marché puisqu'il s'est allié avec les islamistes. Vous savez que le Maroc, le roi du Maroc, le Makhzen, a toujours essayé. Il a joué la carte progressiste socialiste, puis il est passé avec les islamistes et maintenant il joue avec ce qu'on appelle les oligarques. Et c'est eux qui tiennent la clé du pouvoir. Aziz Akhanouch, le Premier ministre, est le propriétaire du groupe d'un holding Aqua Group qui contrôle les carburants. On l'accuse justement de prendre des bénéfices extraordinaires. Le secteur clé qui est le tourisme est contrôlé par une ancienne dirigeante du groupe qui est actuellement la ministre du Tourisme, Mme Amoura, qui était directrice du marketing dans le groupe, vous savez. Donc, il y a une mainmise des oligarques dans le Maroc et c'est ça qui fait en sorte à ce que, y compris le roi, enfin le palais qui est pris en otage puisque le groupe lui-même a injecté récemment 3 milliards de dollars justement pour un petit peu aider le gouvernement à faire face à la pandémie du Covid. Et en même temps, ce qui est étrange, c'est que tous ceux qui sont impliqués dans la crise
sont dans le pouvoir, le secteur du carburant, le secteur de l'investissement, le secteur bancaire, l'agroalimentaire, tout ça, ça appartient à des groupes qui sont derrière le roi et en même temps, ils font en sorte à ce que les revendications populaires n'aboutissent pas. Au Maroc, aujourd'hui, le chômage est en train de flamber, de monter crescendo. Il y a 130 000 diplômés des universités qui rejoignent les cortèges des chômeurs. Et aujourd'hui, au Maroc, quand on est licencié ou ingénieur, on accepte n'importe quel boulot pour subvenir à ses besoins. Oui. Et la contestation aujourd'hui, elle est le prolongement du cas de Mohsin Fikri, le vendeur de poissons qui a été vraiment broyé en 2016 par la machine de répression policière marocaine, juste pour faire taire quelqu'un qui n'arrivait pas à subvenir à ses besoins et qui avait pas son métier, a été l'illustration de la décadence et de la dégradation de la situation des Marocains hier et aujourd'hui. Alors justement, vous parlez de la dégradation des conditions de vie des Marocains aujourd'hui. On va revenir dans cette intervention d'Abdelatif Zeraidi, un artiste et un opposant marocain qui est en France aujourd'hui, qui nous parle. Vous le disiez tout à l'heure, M. Ayachi, la sécheresse qui a frappé le Maroc depuis 30 ans et c'est la pire période en ce moment. L'agriculture est touchée, le tourisme est touché depuis 40 ans. Tous les secteurs ont été touchés, ce qui a mis en berne la croissance, qui a été estimée donc à 0,7%. Je vous propose de l'écouter, on revient après. Terrible, comme tout le monde sait maintenant, déjà un petit peu compliqué dans les pays développés qui ont les moyens et qui ont d'accéder à leurs besoins. Alors vous imaginez, ça vous donne une idée un petit peu sur le Maroc, c'est-à-dire déjà cette population qui souffre depuis un bail, déjà avec le chômage, le manque de ressources, la période de la confinement, la destruction des moyens de gain de vie, les petits commerçants, la fermeture, l'isolement. Non, mais ça a été une politique vraiment criminelle vis-à-vis de ce peuple, anéanti par des années de dictature, sans arrêt. Mais là, franchement, il touche vraiment le fond, avec la sécheresse d'un côté, la guerre, les effets de la guerre en Ukraine. Bon, maintenant, ils nous disent que la guerre, c'est un peu partout, sauf que chez nous, c'est toujours la guerre. Ça ne s'est jamais arrêté. Alors, la population est arrivée vraiment au bout de ses possibilités. C'était la survie bien avant, mais maintenant vraiment c'est la mort. C'est la mort au point où le fait de trouver l'eau c'est devenu un luxe. Il y avait la faim, maintenant c'est vraiment la soif qui s'ajoute. Les gens commencent vraiment à boire dans les eaux usées. Dans le sud, là, ils n'ont pas d'autre choix. Ils se servent dans d'après les images, moi j'invente rien du tout. Les vidéos et les rapports, ils sont là sur la toile, tout le monde peut les constater. Donc c'est une situation catastrophique. Vraiment, on ne sait pas où on va. Là, la situation est terrible. On a des sionistes qui s'installent manifestement, ouvertement. Il n'y a plus rien. Bon, la relation entre la monarchie et l'entité sioniste a toujours existé depuis la nuit des temps. Lui-même, c'est un sioniste. La monarchie, les membres de la famille royale, le gang, là, ils sont tous des sionistes. Mais là, aller vraiment à faire venir maintenant, ils interviennent carrément dans l'enseignement, c'est-à-dire à modifier toutes les bases, c'est-à-dire ils sont en train comment dirais-je, le mot normalisé, moi ça ne me parle pas très fort. Ils sont en train de métamorphoser carrément l'identité du Marocain, voilà, et l'identité de ces pays. Et si on laisse faire, ça va infecter toute la région.
Voilà, donc on termine sur ça. Hein. L'identité du Marocain, vous en parliez, M. Ayachi, il a été humilié, il a été trahi. C'est important aussi de se pencher sur ce volet. Il a été touché au fond de sa propre culture qui a été remise en question. Vous savez, je reviens au témoignage du Marocain qu'on vient de voir maintenant. Et c'est des témoignages qui se recoupent quand on voit pratiquement tous les témoignages des Marocains qui sont à l'étranger, y compris des Marocains qui sont au Maroc, parce que je suis parti, moi, plusieurs fois au Maroc. J'ai visité un peu le côté touristique et le côté, bien sûr, le côté court. Et j'ai vu de mes propres yeux que ce qu'on présente à l'Occident comme pays paradisiaque, ce n'est pas vrai, ce sont de grands mensonges. Le Maroc, il y a la pauvreté, il y a la famine, il y a les injustices, il y a la répression, vous l'avez vu, des citoyens qui ont été sauvagement agressés par des services de la police marocaine. Et là, on pourrait peut-être dire mettre en évidence quelques indicateurs importants. Le premier, c'est que les choix stratégiques en matière de développement du Maroc ont été un échec. Parce que pratiquement tous les projets de développement qui ont été initiés par le roi du Maroc, et c'est les experts qui le disent et les économistes qui le disent, ce ne sont pas des projets qui sont créateurs d'emplois, donc qui n'ont pas apporté des solutions aux graves problèmes du chômage qui se développent de manière dramatique au Maroc. Et il y a également, vous l'avez, mes amis l'ont développé, il y a des facteurs aggravants qui sont en train de se développer et qui prédisent des scénarios qui sont funestes pour le Maroc. Vous avez d'abord, sur le plan économique, une détérioration de la situation financière du pays. Le Maroc n'a plus de ressources au niveau du trésor public, ce qui le pousse à aller emprunter. Il l'a fait dans le passé, emprunter massivement. Sa dette est à peu près de 95 milliards de dollars et elle risque de dépasser en 2022 les 100% du PIB marocain. Et là, ce qui fait que le Maroc n'arrive pas à être un pays qui n'est plus crédible sur le plan financier et au niveau international. Et vous avez vu dernièrement, le Maroc est allé sur le marché de l'emprunt international qu'il n'a pas pu mobiliser beaucoup d'argent et il a réussi à emprunter une petite somme modique de 300 millions de dollars. Que signifie cela ? Ce qui signifie, c'est que le Maroc est un pays sur le plan financier qui n'est plus fiable, qui n'est plus crédible. Et en plus, le plus dangereux dans tout cela, c'est que le Maroc n'arrive plus et ne peut plus rembourser sa dette. Il est en train de prêter de l'argent pour rembourser les intérêts de la dette. Ce qui fait toutes les ressources financières qui rentrent dans le trésor public marocain ne suffisent pas à rembourser la dette et les intérêts de la dette. Donc il y a une asphyxie économique, ce qui a fait dire à beaucoup d'experts économiques marocains, notamment le Haut-Commissariat au plan marocain, qui dit que l'avenir des Marocains est pratiquement a été comment pourrait-on dire qu'il est menacé pour les 30 prochaines années. Imaginez-vous, c'est des générations entières dont l'existence est menacée. Il y a eu, vous savez, des sondages qui ont été faits par des bureaux spécialisés et qui sont arrivés à des résultats qui sont effarants et qui vous disent que 40% de la population marocaine cherche à fuir le pays. Voilà le résultat d'une gouvernance monarchique, tyrannique, et qui tyrannise la population. Le Maroc a essayé de tyranniser l'Algérie, mais l'Algérie a des institutions qui sont tellement résilientes que le Maroc se trompe d'adversaire, que le Maroc ne sait pas que l'Algérie a des moyens très importants et qu'elle peut faire, et qu'elle a fait face d'ailleurs à toutes les situations, même dans les moments les plus difficiles. En 90, souvenez-vous, quand le Maroc a servi de base logistique arrière pour des groupes
armés et terroristes pour déstabiliser l'Algérie. Le roi du Maroc a fait alliance avec l'entité sioniste qui ne lui rapporte absolument rien du tout. On va revenir sur aujourd'hui l'alliance avec l'entité sioniste. On va rester un peu sur cette fronde sociale et votre avis sur ce qui a été dit maintenant par cet opposant marocain avec vous, M. Ayachi. Il parle de ces secteurs touchés aujourd'hui par la grève, secteur de l'enseignement supérieur. Il y a même un accord qui a été signé avec l'entité sioniste qui dit qu'aujourd'hui, ils veulent faire même bas sur tous les secteurs aujourd'hui, qui a été dénoncé cela bien sûr, par les a été enseignants. inévitable parce que nous avons parlé donc de cette crise économique majeure dans laquelle se trouve le Maroc et il n'y a pas beaucoup de solutions justement. Il n'y a pas beaucoup de solutions parce que plusieurs facteurs y concourent. Il y a moins d'argent qui vient. La diaspora marocaine a envoyé beaucoup d'argent. On n'envoie pratiquement que le quart de ce qu'elle envoyait avant. Les investissements directs étrangers ne sont pas au rendez-vous parce que tout simplement l'économie marocaine n'est plus fiable et n'est plus viable. Et donc les investisseurs ne s'y hasardent pas. Et le roi a beau promettre qu'il va injecter $1 milliard dans l'agriculture marocaine pour aider les trucs, mais il ne sait pas où trouver l'argent. Et tout cela, la rue marocaine, le peuple marocain en est très conscient. C'est-à-dire qu'ils sont face à la pire des situations qu'ils aient connues depuis très longtemps. Et donc, voilà ce qui nourrit la contestation, ce qui nourrit la bronca au niveau de la rue marocaine. Et il faut ajouter à cela, évidemment, l'injustice qui est quotidienne au niveau du peuple marocain d'une part, et d'autre part, il assiste à cette train de vie que mène une partie de la classe politique marocaine. La meilleure preuve en était la désignation de cet oligarque marocain, Aziz Khanouch, qui, lui, fait main basse sur l'économie marocaine, qui est en cheville avec d'autres lobbies financiers espagnols et français, et aujourd'hui sionistes, qui existent au Maroc. Israël s'installe au niveau de l'économie marocaine. Et n'oublions pas que le chef d'orchestre de tout ça, c'est le conseiller Adria Zoulaï, qui, lui, justement, répond aux directives, aux orientations de Paris, de Tel Aviv et de Washington. Et donc, vous voyez que le peuple marocain est désespéré. Il est pratiquement dans l'impasse, dans la nasse. Il ne voit pas de perspective pouvant le sortir de cette situation. Évidemment, je disais et je persiste à dire que la normalisation avec Israël a été le facteur déclenchant et que maintenant... Toujours rejeté jusqu'à présent. Absolument. Et que maintenant, ce qui reste de la personnalité du Marocain lambda, il a perdu avec cette normalisation nous avons vu beaucoup de drapeaux palestiniens parmi les manifestants. C'est une façon de dire qu'il désavoue jusqu'à maintenant. Même le jour de l'assassinat de la journaliste palestinienne, évidemment. Et bien entendu, cela n'augure rien de bon pour ce qui est de la stabilité d'abord au niveau du Maroc, ni d'une possible amélioration de la situation économique. Alors je vais revenir avec vous, Monsieur Mansali, sur ce que je disais sur ces universités, le secteur de l'enseignement supérieur qui renoue avec les contestations, ou qui compte en tout cas renouer avec la protestation au mois de juin, avec 2 mouvements de grève annoncés. Le président de l'Observatoire marocain anti-normalisation avait dénoncé la conclusion d'un protocole d'accord dans le domaine de la recherche scientifique et de la technologie entre le ministère de l'enseignement supérieur marocain et son homologue sioniste, appelant les Marocains à prendre connaissance du péril de l'intrusion sioniste au Maroc. C'est aujourd'hui à ça qu'il faut faire face, à une intrusion dans tous les domaines. Bien évidemment, lorsque vous avez une entité qui est diamétralement opposée avec les principes de la culture marocaine et de la culture de la région, donc c'est un corps étranger qui se greffe au sein d'abord dans le milieu politique et dans le milieu économique. Voilà que cette entité étrange à la culture marocaine s'incruste au sein de l'enseignement dans tous ces paliers. Il ne faut pas simplement croire qu'il s'agit simplement du palier universitaire, mais c'est dans tous les paliers. D'abord parce que quand on a vu la feuille
de route présentée par Ben Moussa, le ministre de l'Éducation au Maroc, on trouve que l'objectif était justement de faire ce qu'on appelle des parrainages ou bien des jumelages avec des universités étrangères, y compris des universités en Israël. C'est-à-dire envoyer des lycéens ou c'est-à-dire ils ont appelé ça des séjours linguistiques, des séjours culturels et des séjours éducatifs. Et ça représente un danger pour le Maroc et pour la société marocaine en elle-même qui va véritablement se retrouver infesté ou bien directement contrôlé par une entité sioniste et par un programme qui est aux antipodes de ce que les Marocains a connu jusqu'à aujourd'hui. Certes, les Marocains avaient des accords avec des universités du monde entier, comme le font la plupart des pays, mais là, c'est une consécration de ce sionisme qui s'incruste directement au sein de la société marocaine. Et en plus, au lieu de trouver des solutions comment réformer ou améliorer le niveau éducatif au Maroc, on s'intéresse à cet aspect-là, de faire en sorte à ce que le sionisme s'intègre et devient normal et se normalise, y compris au sein de la société. Quand on est en train de forcer le Marocain à accepter quelque chose que son corps ou sa nature rejette systématiquement. C'est comme si vous allez un cancéreux, vous lui mettez plusieurs fois la chimio, le cancer résiste. C'est ce scénario-là que les Marocains sont conviés aujourd'hui par le système du Merzen et par le gouvernement d'Akhanouch. Et en même temps, que l'université marocaine est devenue pratiquement un déversoir de chômeurs. Et elle ne produit plus, c'est-à-dire que les débouchés pour les Marocains, pour les jeunes universitaires marocains, n'existent plus face à cette crise économique et en absence d'horizon et de solution. L'étudiant marocain rentre à l'université se sachant pertinemment qu'il va se retrouver au chômage comme toutes les promos avant lui et comme tous les cortèges de chômeurs qui représentent aujourd'hui, qui touchent 40% de la population jeunes au Maroc. On a aujourd'hui un phénomène qui est nouveau. Il y a cette propagation d'SDF qui touche les jeunes. Il y a pratiquement, selon l'association Beiti, qui est basée à Casablanca, qui est l'une des plus importantes associations, qui affirme qu'il y a au moins 1 million d'SDF dont la majorité sont des jeunes. Donc, absence de boulot, la précarité, elle est totale, absence de absence de travail. Donc, forcément, les jeunes se retrouvent à la rue et une fois livrés à la rue, ils sont livrés à la criminalité, ce qui a fait augmenter la criminalité au Maroc et en même temps le trafic de drogue. Oui. Donc, forcément, tout s'enchaîne au Maroc. La crise économique est en train de générer des aléas et des tares qui peuvent demain devenir dangereux, y compris pour les voisins. Plus le marché du travail n'absorbe pas les cortèges de diplômés, plus la rue et plus la délinquance et plus la criminalité vont devenir un refuge pour tous ces cortèges-là de diplômés. Et c'est ce qui est recherché par les sionistes, par l'Israël. C'est d'amener les Marocains à une situation de détresse où ils seront obligés d'accepter demain n'importe quel compromis juste pour survivre, y compris accepter une présence israélienne dans leur territoire. Alors justement, vous me tendez la perche. Toujours selon le président de l'Observatoire marocain anti-normalisation, il a rappelé que l'objectif principal de l'entité sioniste à travers son projet de normalisation avec le Maroc est de se placer dans cette partie du monde en substitution à la Palestine où elle ne cesse de faire face à une résistance farouche. Vous savez, cela va un peu dans le sens vous venez de poser une problématique qui est très très importante. Nous connaissons pratiquement toutes les techniques subversives de l'entité sioniste qui ont été développées depuis la nuit des temps et surtout qui ont été développées aussi au Moyen-Orient, en Tunisie, en Libye, en Mauritanie, dans le Sahel et en Afrique. Et là, le côté culturel est très important et nous devons absolument le mettre en évidence de manière très, très, très forte. Parce qu'on touche à l'identité de la personne. Au Maroc, il y a des plans secrets qui sont en train de s'élaborer et qui préparent au cas où il y aurait la chute et le départ de la famille royale. Il y a actuellement des plans secrets qui consistent à morceler le Maroc en 6 régions. Et là, 6 régions des micro-États où l'entité sioniste serait l'autorité supérieure.
nous sommes passés à une véritable activité subversive au sein du Maroc. Souvenez-vous, les mensonges qui ont été développés et qui ont été imposés à l'Europe quand on a fait croire que la civilisation européenne était judéo-chrétienne. Maintenant, c'est le même langage que les laboratoires subversifs qui se sont installés à l'est, à l'ouest de nos frontières et à l'est du Maroc. Alors, c'est des laboratoires qui sont passés à la phase réalisation de leurs projets subversifs en passant à l'idée et la promotion des valeurs judéo-marocaines. Ça, c'est très important. Nous sommes dans ce processus subversif d'imposer aux Marocains que l'histoire du Maroc n'est pas marocaine, mais judéo-marocaine. Comme cela a été fait dans un passé récent avec le MAC, qui a été pratiquement la tête de pan et le cheval de Troie d'une déstabilisation d'une région du pays en faisant croire que la Kabylie a une culture judéo-amazigh et cela est véritablement faux. Ce n'est que de la manipulation culturelle dont l'objectif est de créer des partitions, de créer des minorités et d'évoluer vers des confrontations à une large échelle. Donc tous ces complots sur le plan culturels qui sont en train de se développer, qui se sont développés dans le passé et qui sont en train on les reprend sous d'autres formes au Maghreb pour pouvoir atomiser, déstabiliser, affaiblir les États et installer l'entité sioniste comme au Moyen-Orient. D'ailleurs, il faut le dire, que l'autorité et l'influence sioniste au Moyen-Orient est en train de s'affaiblir. Pour plusieurs raisons, que si vous voulez, on pourra les expliquer tout à l'heure si on a un peu de temps. Vous êtes d'accord avec aujourd'hui cette analyse que pour l'entité sioniste, le Maroc pourrait être un pays alternatif à tous les sionistes du monde? Je crois que ça fait tout simplement partie du plan sioniste d'abord global, qui existe depuis très longtemps, mais maintenant qui passait à une phase d'exécution par Israël. Après avoir neutralisé, entre guillemets, les pays arabes, maintenant, il passe à l'occupation par le soft power des pays arabes. Tout à l'heure, vous parliez d'un accord entre universités. Ça, c'était d'ailleurs, dans un plan général, c'était une façon de dorer la pilule, de pouvoir faire accepter la normalisation. Alors, aux universités, on dit, mais vous savez, Israël est très développé sur le plan technologique, etc. On va vous amener, les Israéliens, ils vont amener leur technologie et leur unité de recherche, leur savoir. À l'armée, on dit, ils vont vous amener leurs armes sophistiquées, ils vont vous développer. Au secteur économique, on va leur dire, mais vous savez, il y a des PME, PMI israéliennes très, très puissantes, très agissantes, ils vont vous apprendre. Et c'est ainsi. Il n'y a que le peuple qui n'ont pas pu pouvoir avoir, parce que le peuple s'est senti touché dans sa dignité et dans sa islamité par cette normalisation. Et c'est ça l'échec du régime marocain, parce qu'ils n'ont pas pu avoir la jeunesse non plus, parce que tout à l'heure, on a dit ici même que la jeunesse, l'université marocaine fabriquait des diplômés chômeurs, en très grande quantité d'ailleurs, et qui par la suite, bien entendu, descendent dans la rue avec le reste du peuple. Israël a un plan, c'est celui, ils ne font de cadeau à aucun pays arabe. Ils font tout simplement, ils servent leur intérêt, d'abord désarmer, entre guillemets, et de façon figurative, désarmer les pays arabes, désarmer éventuellement leur solidité envers Israël, faire accepter l'existence d'Israël et leur façon de réprimer les Palestiniens, puis après passer à l'occupation de leur économie. Ils sont en train de le réussir à une très grande vitesse avec le Maroc. Ils sont en train de le faire déjà dans une partie du monde arabe que vous sachez, dans un passé
très récent, et ils continueront. Et donc le seul pays par lequel ils n'ont pas trouvé une porte d'entrée, ça reste l'Algérie, et c'est ça qui va motiver les tentatives et les opérations de déstabilisation de notre pays avec l'aide du Maroc, parce que nous avons une frontière commune. Et c'est là qu'il nous faut beaucoup de vigilance, et c'est là qu'il faut, je pense, accompagner le président de la République quand il parle de la consolidation du front intérieur, parce que le front intérieur, c'est tout simplement dépasser nos divergences internes pour pouvoir être vigilants face à ces tentatives de déstabilisation et se dire une chose, c'est qu'Israël ne s'arrêtera pas, ce n'est pas l'histoire d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il va rester tant qu'il sera au Maroc, il essaiera de déstabiliser l'Algérie, sauf si par ailleurs il est touché au niveau du territoire d'Israël. Alors, pour l'entité sioniste, aujourd'hui, qui on l'a compris, et essaye de faire main basse sur tous les secteurs au Maroc. On parlait tout à l'heure, M. Msaïd, de la drogue. Aujourd'hui, pour beaucoup d'observateurs, le royaume s'est transformé depuis longtemps en narco-État. La production actuelle, qui s'élève selon une étude publiée en 2020 par le réseau indépendant Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, à plus de 700 tonnes par an pour une valeur de 23 milliards de dollars, environ 19 milliards d'euros. Je vous propose de revenir en image sur ce thème et puis on revient sur le plateau pour en débattre. Avec une dette extérieure qui s'élève à plus de 376 milliards de dirhams à la fin du mois de septembre dernier, le Makhzen est en train d'hypothéquer l'avenir des prochaines générations sur au moins 30 années à venir. Une dette qui représente près de 35% du PIB marocain. Pendant ce temps, l'économie du royaume s'appuie sur le narcotrafic. Un pays qui a dépassé aujourd'hui le modèle de narcodépendance des grands cartels internationaux. Le Makhzen ne tient sa fragile survie que grâce à une économie basée en partie sur le trafic de drogue. Un trafic qui représente près de 35% du PIB marocain selon beaucoup d'observateurs. Le cannabis et les autres drogues constituent la principale source de revenus aujourd'hui au Maroc, le voisin de l'Ouest. Partout dans les villes et la campagne marocaine se développe une économie de la drogue. Des centaines de milliers de familles touchées par la précarité et la pauvreté se sont retrouvées dans les champs de cannabis, observent les spécialistes du Maroc. Ils n'ont pas d'autre alternative s'ils ne veulent pas mourir de faim. Le narcotrafic au Maroc se réfère à la production, au trafic et à l'exportation de toutes les drogues produites au royaume marocain, affirment les spécialistes. Les Nations Unies ont classé le royaume du Maroc en tête des narco-États. Tout l'argent généré par cet important trafic sert à enrichir en premier lieu la famille royale et ses acolytes, mais aussi à faire du lobbying pour blanchir l'image du roi et du Makhzen dans les médias internationaux et de faire de la pression pour dépénaliser le cannabis et le considérer comme une drogue douce, alors que tous les spécialistes de la question considèrent cette drogue comme étant plus dangereuse que l'héroïne et la cocaïne. Cette situation a fait que le Maroc ne pourra jamais se détourner de la drogue. C'est en fait une source intarissable et c'est aussi un moyen d'endormir le peuple. Un peuple qui aujourd'hui s'est soulevé pour venir à bout d'un régime corrompu et despote. Tente de légaliser aujourd'hui le cannabis. C'est des centaines d'hectares qui sont dédiés à la culture du cannabis. Il y a même aujourd'hui les petits agriculteurs qui quittent les paysans qui ont tendance à quitter leur culture vivrière pour aller s'orienter vers ce genre de culture illégale et illicite. Je voudrais revenir à ce qui a été dit sur le petit reportage qu'on vient de voir. C'est que le concept de État narcotrafiquant est un concept qui est dépassé. Pour la simple raison que maintenant on parle de narcoterrorisme et c'est des États narcoterroristes. Donc pourquoi ? Pour la simple raison que les trafiquants et les réseaux de trafiquants de drogue ont fait jonction avec les réseaux terroristes. Ouais. Donc ce qui explique pourquoi maintenant le royaume du Maroc est accusé publiquement d'être responsable de promouvoir des réseaux de criminalité transnationale et qui sont en connexion avec des réseaux de terrorisme. Donc la connexion, elle est bien faite. Le Maroc est accusé aussi de blanchiment des revenus de la drogue. Le GAFI, qui est une organisation intergouvernementale dans laquelle il y a à peu près 125 pays et qui a publiquement
et acté des accusations qui sont très graves, comme quoi le Maroc est un pays qui blanchit les revenus de la drogue, et la drogue, bien sûr, au niveau des pays de l'Ouest, où on a pratiquement des réseaux de cocaïne très forts qui s'implantent et qui sont en relation avec les pays producteurs en Amérique latine. Et vous avez également à l'est de l'Afrique, vous avez des réseaux très forts d'héroïne et qui sont bien sûr connectés structurellement, organiquement, avec des réseaux marocains de trafic de cannabis. Donc c'est une véritable organisation criminelle internationale parrainée à partir du Maroc, et qui fait qu'il faut le dire, et c'est très important, que la famille royale est l'un des parrains les plus importants des trafics de drogue, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de l'Est, qu'au sein du Maroc, et que les revenus personnels, je dirais des revenus personnels du roi de Maroc, sans parler de sa famille, sont estimés par des sources qui sont très sérieuses à 8 milliards de dollars. Vous voyez que le roi du Maroc est en train de mettre en coupe le pillage systématique de ce pays, et cela provoque en même temps l'appauvrissement de toute une population. Et là, vous avez vu que le Premier ministre Khanouk, aussi bien le roi qui est constamment d'ailleurs absent, qui ne gouverne plus le pays, ne sont plus en mesure de prendre en charge les besoins vitaux des populations marocaines. Donc il y a des problématiques importantes et on s'attend... Alors vous disiez, aujourd'hui il y a des rumeurs sur l'absence du roi du Maroc. Vous disiez à l'instant que ce n'est plus lui qui gouverne le pays, mais qui gouverne aujourd'hui Vous savez qu'il y a eu au Maroc, il faut le dire, et bien sûr, les agences de communication occidentales ne mettent pas l'accent sur ça pour la simple raison que le Maroc a été transformé en paradis touristique, paradis des différents réseaux de trafiquants sur le plan international. Et le pays est passé pratiquement sous la coupe et la domination de lobbies franco-sionistes qui sont versés dans les réseaux de drogue, et croyez-moi que les réseaux de drogue dans le Rif sont encadrés, organisés par des lobbies sionistes. Et là, la population rifaine, et ça a été pratiquement le drame du roi Mohamed VI, c'est de voir la contestation rifaine s'élargir et descendre dans la rue ailleurs, dans les autres villes du pays. Et là, nous sommes en présence d'une contamination de la révolution rifaine qui descend dans la rue et qui s'élargit pratiquement dans toutes les grandes villes du Maroc. Et là, nous sommes en présence de situations qui sont très sérieuses et qui posent les problématiques de la succession au pouvoir de la famille royale qui ne dirige plus le pays. Le roi du Maroc, vous l'avez certainement lu et entendu, c'est un roi qui ne vit presque plus au Maroc, qui est tout le temps absent, et la population se pose de plus en plus la question, où se trouve le roi du Maroc? D'ailleurs, il est gravement malade, et c'est quelqu'un qui a remis les destinées de ce pays à des lobbies mafieux qui sont très très toxiques et très nocifs. Aujourd'hui, que peut-on dire sur l'avenir aujourd'hui de ces Marocains? Pour revenir juste sur le trafic de drogue qui a pris une ampleur extraordinaire, même dans les villages où les notables ont disparu, qui ont laissé place à des trafiquants aujourd'hui, qui ont le pouvoir sur l'économie. Tout a été déstabilisé par cette propagation de la culture du cannabis. C'est aussi un danger pour les pays européens. On sait que l'Espagne a fait... récemment, il y a eu des tonnes de cannabis qui ont été saisies. C'est aussi un danger pour nous. Bien évidemment, nous sommes le pays qui subit justement les conséquences de ce trafic phénoménal, cette culture qui est devenue pratiquement une méga-industrie. Il ne s'agit pas de... C'est organisé, c'est structuré, c'est protégé. Il y a des réseaux vraiment qui sont installés depuis des décennies au Maroc. Il ne s'agit pas de quelque chose, d'un phénomène que nous découvrons durant des dernières 20 années, que ce soit au niveau du GAFI, au niveau de l'Observatoire européen de la
contre la drogue ou bien l'unodrogue des Nations Unies. Lorsqu'on parle depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, ce sont 600 milliards de dollars et non pas simplement 23 milliards de dollars qui ont été générés comme profit du commerce, de trafic de drogue. L'Algérie subit cette situation qui est devenue une menace pour la société, une menace pour la jeunesse, ou à un tel point que c'est la corrélation entre la criminalité et le trafic, et en plus avec les réseaux terroristes, et c'est devenu quelque chose de vraiment palpable. Mais il y a aussi un autre phénomène qui s'installe au Maroc, c'est l'exploitation des femmes. Les femmes aussi sont devenues des trafiquantes de drogue. Les 7 tonnes qui ont été découvertes par les Espagnols sont dirigées par des femmes. Il y a un réseau à la tête duquel étaient des femmes. Et ces mêmes femmes-là qui servent de trafiquantes, ce qu'on appelle comme des porteuses de marchandises qui viennent d'Espagne et qui arrivent au Maroc, et ces marchandises-là ne sont pas contrôlées. C'est-à-dire il y a tellement un flux important que même au niveau des frontières marocaines, on ne contrôle plus, on laisse les personnes parce que ces personnes-là sont répertoriées, connues, mais ce qu'elles transportent ou pas, on l'ignore. Il y a certes les tentatives de faire passer la drogue par les voitures, par les ports de Tanger et par les voies maritimes, mais en même temps, il y a les voies terrestres, et ces voies terrestres-là touchent non seulement l'Algérie, le Maroc, enfin la Mauritanie et tous les pays du Sahel. Et encore, le Maroc est devenu un raccourci ou un point de transit de trafic de drogue qui viennent d'Amérique latine, comme la cocaïne. Elle vient d'Amérique latine, elle atterrit au Maroc, elle part vers les pays d'Europe ou vers d'autres pays jusqu'en Australie. Le tracé qui a été montré par l'ONU et par tous les enquêteurs de l'ONU passe de l'Amérique latine vers l'Australie, et ça traverse le Maroc. Et ce qui fait que le Maroc, en dépit des appuis qu'il possède des États-Unis, de la France ou d'Israël, est un danger non seulement pour la région, mais pour pratiquement toute la planète, du moment que ce pays-là est une plaque tournante de la drogue dans toutes ses formes et de toutes ses qualités. Ce qui fait que nous sommes les premiers, nous sommes en avant-garde, et l'Algérie elle est aux frontières avec le Maroc. La menace marocaine, elle n'est pas simplement... Le Maroc utilise la drogue comme une arme contre l'Algérie. Il ne s'agit pas simplement de la vendre, mais de faire en sorte à ce que noyer le pays, le noyer de drogue, c'est une façon de combattre l'Algérie. Il y a le combat sur tous les fronts. Il y a l'agression médiatique, l'agression politique, l'agression diplomatique. Il y a cette agression-là à travers en créant des problèmes d'instabilité à travers le trafic de drogue. Et ce qui pose problème pour l'Algérie, en dépit du fait que nous avons fermé les frontières, mais ces frontières-là sont devenues... On arrive quand même à trouver, mais je vais vous donner un chiffre. Des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont déjoué récemment des tentatives d'introduction de plus de 6 quintaux de drogue à travers les frontières avec le Maroc. Oui, le MDN lui-même durant la période du 25 au 31 mai. Le MDN lui-même reconnaît que même si on est en train d'attraper ces quantités, de les neutraliser, mais en même temps, on les intercepte, mais en même temps, il y a d'autres qui rentrent, puisque le marché, selon le DGSN, le nombre de consommation de drogue est en nette augmentation en Algérie. Ça, c'est un problème. Donc, c'est un effort qui n'est pas doit être algérien, mais il faudrait qu'il y ait une volonté de part de nombreux pays européens et qui ne ferment pas l'œil sur ce trafic-là, ou ne sont pas complices, ou l'encouragent pour que nous-mêmes, nous le subissons, et en même temps, qu'il y ait un effort vraiment réel, des efforts réels et en plus efficaces pour venir à bout de ce phénomène qui devient un danger de société pour le Maghreb et pour toute la région. Alors je vais vous donner la parole dans un moment. On va d'abord continuer à écouter l'opposant marocain, M. Zeraidi, qu'on avait écouté tout à l'heure, que je vous disais depuis la France. Le Maroc, un narco-État, point d'interrogation. Je vous propose de l'écouter. Il n'est mystère pour personne que les chiffres sont là sur la toile, tout le monde peut les constater, des rapports officiels de l'ONU, exactement de l'Office de la lutte contre le crime et le trafic de drogue. Et il y a des statistiques. Moi, comme j'ai dit, tous les chemins de la corruption mènent au palais. C'est exactement ça. On sait très bien que 90% de la consommation de cannabis en Europe, ça vient du Maroc.
Et la plaque, c'est une plaque tournante de tous les trafics, pas que le cannabis, même le cocaïne, même le trafic des êtres humains aussi, ce qui est encore beaucoup plus grave. Et tout ça, ça rapporte le tourisme sexuel, vous savez, c'est un fléau, cette monarchie. Et tout ça, ça rapporte vraiment une économie souterraine, bien entendu. Et au palais, bien sûr, au palais, toutes les mafieux là. Mais ça ne profite pas, et ça ne devrait pas exister d'ailleurs pour faire profiter le peuple. Ça ne profite que à ces mafias-là. C'est exactement ça. Et c'est connu, mais on ne sait pas pourquoi il y a une certaine complicité quand même, moi je dis, du monde entier par rapport à ça, parce qu'ils sont en train de pourrir toute la région, comme je dis. Voilà, je vais vous donner la parole. D'abord, je voudrais écouter M. Ayachi sur ça. Aujourd'hui, il a cité plusieurs fléaux. Malheureusement, la traite des êtres humains, la drogue, on en parle encore. Comment expliquer ce mutisme international, puisque eux aussi sont impactés par... Oui. Alors, à propos de la drogue, les chiffres sont parlants. Il y a, vous l'avez vous-même dit, 23 milliards de dollars de recettes d'exportation de la drogue sur tout simplement 32 milliards d'exportations en général. Vous voyez, ça représente à peu près les 3/5 des exportations du Maroc. D'où l'appellation tout à fait justifiée de narco-État. Mais le Maroc n'utilise pas la drogue uniquement comme un poste d'exportation. Il l'utilise aussi comme une arme. Vous savez que c'est avec la drogue qu'il menace l'Espagne, entre autres, avec l'immigration clandestine et le terrorisme. Pas seulement l'Espagne, mais toute l'Europe. Il n'y a pas longtemps, de façon assez claire, il le faisait de façon sibylline, mais maintenant de façon assez claire, j'ouvre les portes, je vous inonde de drogue si vous ne me laissez pas faire ceci ou cela. Et ça marche. Et ça marche. Quand les intentions de l'Union européenne étaient plus ou moins vertueuses dans les années 80 à peu près, aujourd'hui, maintenant, l'Europe cherche à dépénaliser le cannabis. Oui. Donc, c'est d'ailleurs sous la pression des lobbies maroco-sionistes qui le font, parce que ça rapporte. Ce que cherche à faire également. Ça rapporte, bien entendu. Et donc, l'Union européenne, dans les années 70 et 80, elle a tenté avec le Maroc de remplacer la culture du cannabis par des cultures vivrières en finançant ces cultures vivrières. Mais le Maroc prenait l'argent et replantait le cannabis. Et personne ne l'a puni pour ça. Et cela a été dit tout à l'heure, c'est une arme aussi stratégique tout à fait très dangereuse contre la jeunesse de notre pays et la jeunesse même des pays africains et autres, mais contre l'Algérie, c'est une arme qui a été brandie et mise à exécution. Des réseaux de drogue existent en Algérie qui ont été neutralisés par nos services de sécurité, mais c'est d'abord des réseaux marocains à l'occasion. Ils le font même avec les Sahraouis. Heureusement qu'ils sont vigilants, ils ont trouvé des infiltrations des réseaux de drogue parmi les Sahraouis pour pouvoir les pourrir de l'intérieur. Donc le Maroc n'hésite pas à utiliser toute honte but cette arme de la drogue. Pour arriver à ses fins. Bien sûr, bien sûr. Il nous reste moins d'une minute pour conclure. La mot de fin vous reviendra, M. Rassimi. Vous venez d'entendre ce qu'a dit l'opposant marocain, c'est que la monarchie est un fléau. Le fléau est un mal, et le mal, c'est quelque chose que nous devons absolument combattre. Il y a quelque chose de très important que nous devons absolument dire, c'est que vous avez posé une question, vous vous êtes dit pourquoi en Europe il y a ce mutisme. Bon, il y a ce mutisme pour la simple raison que les élites européennes politiques, malheureusement, ne sont plus des élites qui protègent les intérêts de leur peuple, c'est des élites carriéristes qui gèrent leurs propres intérêts et qui ont des intérêts très forts, très importants avec tous ces réseaux de trafic de drogue. Il faut dire aussi que le revenu de la drogue sert aussi à financer la subversion. Et là, l'Algérie devrait absolument pas, et là c'est une proposition que je dois faire, absolument revoir le dispositif législatif, et je le propose en toute solennité, à ce qu'on puisse introduire la peine capitale pour les
trafiquants de drogue qui font la guerre au peuple algérien. Il y a un dernier point que je voudrais également soulever, c'est celui de la révision du classement du cannabis au sein du Bureau des Nations Unies. Il y a de ça quelques années, on a fait passer cette substance comme une substance thérapeutique. Et là, nous devons absolument retirer ce dossier et revoir ce classement qui s'est fait dans des conditions troublantes, bien sûr, avec l'argent du cannabis et beaucoup de personnes qui ont été achetées pour pouvoir voter en faveur de la proposition marocaine. Il y a autre chose. Le dernier point que je voudrais également soulever, c'est celui le retournement de situation du Premier ministre espagnol. Oui. Au sujet de la question sahraoui. Et là, ce qui s'est passé est un véritable scandale politico-financier pour la simple raison que la femme du Premier ministre française est impliquée dans des marchés, dans des affaires au Maroc, et ce qui a fait que le roi a instrumentalisé le Premier ministre espagnol pour, bien sûr, le ramener à un revirement spectaculaire qui n'est pas la position de l'Espagne depuis fort longtemps. On a eu l'occasion d'en parler ici sur ce plateau. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à très bientôt.